69e jour de guerre au Moyen-Orient et le Charles de Gaulle en route donc vers le détroit d'Ormuz, vers le Yémen d'abord précisément. La France accélère au Moyen-Orient. On se posait hier la question du rôle qu'on allait pouvoir jouer, des responsabilités qu'on pourrait assumer dans la région. Et bien regardez cette image hier après-midi du Charles de Gaulle qui se dirige vers la région du Golfe, qui a passé le canal de Suez, direction le golfe d'Aden, escorté par plusieurs frégates, comme vous le voyez sur ces images toujours exceptionnelles. À son bord, une vingtaine d'avions de combat Rafale. Bref, le message est clair. On est prêt, on en parle avec nos invités. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info. Djilali Benchaban, bonjour. Vous êtes analyste géopolitique, directeur CEOS, stratégie et conseil. À vos côtés, Ahmed El-Kei, bonjour à vous, rédacteur en chef et chef de service international de Marianne. Hugues Huet nous a rejoint également. Bonjour Hugues. Bonjour Fleur. Notre spécialiste à France Info des questions internationales et puis à distance avec nous, le général Jean-Claude Allard. Bonjour à vous, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Alors, le fleuron de la marine française, on l'a compris, est aujourd'hui à moins d'une semaine de navigation du détroit d'Ormuz. Si c'est sa destination finale et les prochaines journées nous le montreront. On voit avec vous Aurélie Schiller ce qu'il en est. Vous le suivez à la trace. Bonjour à vous. D'abord, quelle est sa mission à ce porte-avions au Charles de Gaulle? Pourquoi il se déploie dans la zone maintenant? À l'origine de cette nouvelle mission, Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Ils sont soutenus dans cette mission par 40 pays non belligérants. Objectif, garantir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, et cela une fois les hostilités terminées. Depuis plusieurs semaines, le porte-avions français était en opération en Méditerranée orientale. Il a franchi hier le canal de Suez, se navigue en ce moment en mer Rouge. Il devrait atteindre d'ici quelques jours le large du Yémen, une zone dangereuse sous menace de missiles Houthis. Et puis le porte-avions, il doit ensuite poursuivre sa route vers le détroit d'Ormuz. L'idée est de se prépositionner ici dans la zone au plus près de ce détroit pour être prêt à agir. C'est une mission neutre pour la France qui a pour unique objectif de sécuriser la navigation dans la zone, et cela uniquement lorsque l'Iran et les États-Unis auront trouvé un accord. Merci beaucoup à vous Aurélie Schiller pour toutes ces précisions. Carte à l'appui, c'est toujours important pour comprendre de quoi on parle. Le Charles de Gaulle qui se prépositionne, donc c'est le terme adéquat, c'est un signal de la coalition portée par la France et par les États-Unis. Ça veut dire quoi, Monsieur Benchaban? Ça veut dire on est prêt, on est capable d'intervenir, de sécuriser cette voie maritime? Je pense qu'il y a plusieurs messages qui sont envoyés. Le premier, qui peut être un peu plus optimiste, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans ce sentiment de désescalade, en tout cas qui apparaît, ou de volonté de sortir de cette crise d'Ormuz, on a peut-être ce signal que les Européens qui voulaient sécuriser le détroit d'Ormuz peuvent se prépositionner. La France, en envoyant le porte-avions, envoie ce signal, mais surtout nous dit peut-être que les discussions avancent peut-être pour une fois plus sérieusement. Parce qu'il faut se rappeler, et je pense que ça a été très bien souligné par votre présentatrice, on est quand même dans cette notion de neutralité, de non-belligérance. Ça signifie que la France n'est pas là pour venir en appui d'opérations militaires en cours ou futures, mais simplement pour assurer une sécurisation. Donc moi, je le prends plutôt pour un signe positif, et celui de relancer cette dynamique économique dont tout le monde a besoin et de sortir de cet étranglement. Et c'est vrai que cette rhétorique du gouvernement, elle est importante. Le vocabulaire notamment utilisé, Jean-Noël Barrot, on l'a entendu dans le journal de Valentine il y a quelques minutes, parle de crédibiliser notre posture défensive pour protéger nos partenaires. C'est vraiment, on a à cœur de montrer qu'on n'est pas dans une offensive, que vraiment, oui, c'est un bâtiment militaire, mais c'est une posture toujours défensive. Alors la France n'est pas co-belligérante, elle est dans une posture défensive, mais elle n'est pas neutre. Quand on écoute également les propos du ministre français des Affaires étrangères, il dit qu'il est hors de question, par exemple, de lever les sanctions avant l'ouverture des détroits d'Ormuz. C'est une position. Et quand le président de la République prend langue et parle avec le président iranien, il condamne par exemple les frappes contre les Émirats arabes unis. Donc c'est une posture, et puis il faut rappeler que le Charles de Gaulle est présent dans la région depuis un certain moment. Rappelez-vous de l'épisode Chypre, quand le président a fait ce voyage à Chypre et qu'il a dit que la France est une puissance d'équilibre. Donc il y a une volonté d'être présent dès que les hostilités se seront arrêtées pour qu'on puisse libérer et aider aussi les alliés occidentaux, les alliés de l'Asie, pour pouvoir un peu desserrer cette étreinte économique. Mais la France n'est pas co-belligérante, mais elle n'est pas neutre non plus. Elle a une position claire vis-à-vis de l'Iran. Sachez aussi que l'Iran est pour la France
a été pour la France, en tout cas, une source de tension, puisque plusieurs ressortissants français ont été incarcérés, ont été emprisonnés. Donc, il ne s'agit pas de croire que la France a des discussions parallèles avec l'État iranien. Oui, vous faites bien de le préciser. En tout cas, et c'est vrai qu'on n'est pas les seuls dans la région, puisque comme sur ces dernières images, on s'en souvient, c'était en mars dernier en Méditerranée, on va revoir le Charles de Gaulle quand il a été dérouté pour se rapprocher déjà de la région. Regardez, il était escorté donc de frégates comme d'habitude. Et puis autour, ce sont d'autres bateaux européens, général Jean-Claude Allard. Il y a d'autres pays qui envoient des bâtiments à eux se rapprocher dans la zone des autres pays qui font partie de cette coalition de la cinquantaine de pays et qui sont non co-belligérants. Oui, exactement. Donc l'avancée du groupe aéronaval autour du Charles de Gaulle est un signal politique. Ça a été signalé par les intervenants juste avant moi. C'est aussi, maintenant, rentrons dans le domaine stratégique, c'est aussi mettre en place au large du détroit d'Ormuz des capacités qui seront des capacités de commandement, si cette force met sur pied, qui seront également des capacités d'intervention. Et ces capacités d'intervention ont vocation, parce que c'est depuis un mois que la France travaille sur le sujet à partir de salles de réunion. Maintenant, on est sur le terrain. Et ce sera une capacité de fédérer et de commander les bâtiments des 40 pays, mais certainement tous n'en mettront pas de la coalition, qui viendront à remplir cette mission ultérieure de sécurisation du détroit. Alors, à l'heure actuelle, il y a 3 frégates européennes autour de ce porte-avions, espagnoles, italiennes et des Pays-Bas. Et puis, la France elle-même a 2 frégates, un sous-marin et un ravitailleur. Alors, ce qui est intéressant aussi pour la France, c'est que d'abord, c'est la principale marine d'Europe, donc elle doit être l'aimant qui attire et qui gère les opérations. Elle a une base à Abu Dhabi parce qu'une opération maritime, il faut du ravitaillement, il faut une base arrière, donc à Djibouti, n'est-ce pas? Et donc, on positionne là des moyens qui ne seront très loin du détroit d'Ormuz. Il ne faut pas imaginer qu'ils vont rentrer dans le détroit d'Ormuz. De toute façon, le porte-avions ne rentrera jamais dans le détroit d'Ormuz. Mais général, vous nous dites qu'actuellement, le Charles de Gaulle est donc escorté par ces navires espagnols, italiens et néerlandais, c'est ça? Alors, il avait ces trois bâtiments en Méditerranée. En Méditerranée, d'accord. Il était avec lui. Je n'ai pas vérifié, mais je sais qu'ils étaient et peut-être qu'ils ont suivi. Donc ça, c'est à vérifier dans les heures qui viennent. En tout cas, vous l'avez dit, c'est vrai, la France doit partir en éclaireur quelque part par son rôle, par son poids aussi militaire et servir d'aimant. Je reprends vos termes, Jean-Claude Allard. Le but, c'est d'agréger nos forces. C'est ce que disait aussi la ministre déléguée à la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Alice Ruffo, ce matin. Écoutez. Signalement très fort de notre disponibilité à agir pour que la liberté de circulation dans les détroit d'Ormuz puisse reprendre. Et évidemment, l'idée, c'est d'agréger autour de nous parce que lorsqu'il était en Méditerranée orientale, il était accompagné d'un certain nombre de frégates aussi européennes d'autres pays. Toutes les discussions que nous avons, après les éléments sont en cours, il y a des réunions de planification dans ces cas-là qui sont encore en cours dans la journée et qui doivent permettre d'agréger d'autres moyens, y compris d'autres pays européens. L'Allemagne a fait quelques annonces concernant le déminage qui sont bienvenues. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Il y a d'autres pays qui ont des moyens, comme par exemple l'Espagne, l'Italie, et avec lesquels nous travaillons, les Pays-Bas, avec lesquels nous travaillons beaucoup à justement construire cette coalition, ces moyens qui permettront d'agir. La France à la pointe de cette coalition, c'est ce que répète Alice Ruffo ce matin. Encore une fois, avec des mots, je reprends ceux d'Emmanuel Macron, neutralité, une mission neutre et bien distincte des belligérants. Oui, c'est 45 000 tonnes de diplomatie qui se déplacent en direction du détroit d'Ormuz, avec clairement aussi une volonté d'afficher un leadership sur les autres pays européens ou sur les autres pays de cette coalition des volontaires, on peut les appeler comme ça. Mais bon, tous ne participeront pas, loin de là. Je pense qu'on va surtout compter sur les soutiens européens. C'est ce qui a été souligné par la ministre, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne qui envoie un dragueur de mines.
Voilà, tout cela, effectivement, c'est montrer qu'on est présent, montrer que l'Europe n'est pas hors du jeu et éventuellement, effectivement, assurer une sécurisation. Après, certains experts vous diront que de toute façon, à partir du moment où le détroit d'Ormuz sera réouvert, il ne sera sans doute pas nécessaire d'établir une sécurisation Mais voilà, la France est présente, la France est là, elle entend jouer son rôle, elle entend peser, tout en étant totalement neutre. L'Allemagne, par exemple, souhaitait éventuellement que les États-Unis s'associent à cette sécurisation. Ça a été non de la part de l'Élysée. Ahmed El-Kheï, Emmanuel Macron, c'est vrai, campe sur ses positions. Il a été très clair, il n'est pas question non plus de se positionner tant que les hostilités se poursuivent. Oui, et là, nous ne sommes pas encore au point où les hostilités peuvent en tout cas s'arrêter, puisqu'on attend d'une minute à l'autre une réponse des Iraniens, du régime iranien, au retour déjà des Américains sur les 14 points des Iraniens, qui commencent à dire quand même qu'il y a un étau qui se resserre, il y a une volonté d'asphyxier, il le reconnaît, le président du Parlement iranien, il dit pour la première fois, c'est les États-Unis veulent nous asphyxier, veulent faire en sorte qu'on capitule, et donc c'est un prélude pour dire que ça sera quand même difficile d'arriver directement à ce que dit déjà Donald Trump, c'est que nous allons arriver très vite à un accord. La logique de Donald Trump, c'est son voyage prochain mi-mai en Chine, et donc il veut absolument arriver avec un accord, ou en tout cas un levier de négociation avec les Chinois, mais pour l'instant, il semble que la partie iranienne, dans ses déclarations, notamment à travers ce président du Parlement iranien, que la négociation va être un petit peu difficile. Et sans doute plus longue que ce que dit Donald Trump. On reviendra sur l'optimisme affiché, en tout cas du président américain, dans quelques instants, sur la potentialité de trouver un accord dans les prochains jours, puisque Téhéran a 48 heures normalement pour répondre à cette proposition de Washington. Mais pour revenir sur ce qui se passe donc dans le détroit d'Ormuz et sur donc ce Charles de Gaulle qui est en route vers le Yémen général, on sait qu'il y a une cinquantaine de pays, vous l'avez rappelé, qui participent à cette coalition emmenée par Paris et Londres. Ils ont entamé une planification militaire à Londres, selon le ministère des Armées. Ça veut dire quoi concrètement, une planification militaire? Qui est autour de la table et quels scénarios sont sur la table? Écoutez, la planification militaire va consister d'abord à étudier, si vous voulez, la zone dans laquelle les forces doivent se déployer, et puis analyser quel type de menaces peuvent être dirigées contre la circulation maritime civile. C'est nécessairement les Iraniens qui risqueraient de tirer comme ils l'ont déjà fait jusqu'à maintenant, même s'il y a un accord. Donc, quel type de menace, quels moyens ces Iraniens qui casseraient un cessez-le-feu utiliseraient, et puis ensuite à déployer l'idée de manœuvre générale, parce que ce sera excessivement compliqué quand même de mettre en place des bateaux, d'escorter la marine, d'être vigilant sur tous les points. Il va falloir une couverture aérienne avec des radars. Nous avons en Méditerranée, nous avions l'Atlantique. Il y aura des drones qui surveilleront toute la zone, et puis il y aura les bateaux avec leurs missiles, leurs antimissiles et autres qui passeront et qui pourront contrer. Il y aura certainement aussi des hélicoptères, comme on l'a vu, utilisés aux Émirats arabes unis, ou comme les Américains l'ont fait, si jamais il y a une attaque de bateaux rapides. Et tout ça, ça doit se régler comme la minuterie d'une montre ou d'une horloge. Donc il y a un très grand travail d'état-major. Et puis, in fine, il y a ce que l'on appelle la génération de force, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit voilà ce qu'on va faire et voilà les moyens qu'il nous faudrait, chaque pays sera invité à rentrer dans les cases les moyens qui peuvent être. Donc ça pourrait être des bateaux, ça pourrait être des avions, ça pourrait être des drones, puis ça pourrait être des officiers d'état-major et ça pourrait être de la logistique. Et donc le Charles de Gaulle, le porte-avions, ce n'est que le début, ça ne va pas suffire à effectuer toutes les missions dont vous venez nous parler. Alors, le Charles de Gaulle et ses frégates et son pétrolier ravitailleur ont pour l'instant une mission, c'est la mission de renseignement préalable. C'est-à-dire, ils sont dans la région, il va y avoir des vols, il y a un avion de reconnaissance aérienne qui s'appelle le Hawkeye sur le porte-avions, il y a l'Atlantique 2 qui était en Méditerranée qui suivra certainement, ils vont vérifier tout ça. Et puis aussi, on parle des Américains, mais
d'abord, ce groupe aéronaval ne s'approchera pas du détroit d'Ormuz parce qu'il y a 19 frégates et 2 porte-avions américains qui sont déployés dans la zone. Et donc, on ne peut pas mélanger, si vous voulez, 2 forces qui ont des missions différentes. Parce que ça, c'est des missions différentes. Mais il y aura quand même une coordination avec les Américains. Parce que quoi qu'il se passe, les Américains restent nos alliés. Quoi qu'il se passe, on a l'habitude de travailler avec eux, et quoi qu'il se passe, on ne peut pas passer avec un bateau et les ignorer, surtout si vous naviguez de nuit, etc. Donc, il y aura des coordinations également avec les Américains. Et donc, Général, quand on vous écoute... Pas pour s'engager, pour utiliser l'espace maritime et l'espace aérien. On a bien compris que le Charles de Gaulle n'irait pas jusqu'au détroit d'Ormuz, c'est ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'il va s'arrêter où? On revoit cette carte. Il est en direction du Yémen, concrètement. Où, selon vous, en tout cas, peut-il se positionner? Il va se positionner en mer d'Oman et je vois une flèche là, il sera assez loin du détroit d'Ormuz puisque les Américains sont déployés déjà à 300-500 km du détroit d'Ormuz, donc on est un peu derrière. Donc encore. Ça veut dire où se trouve finalement justement le petit bateau qu'on a mis sur cette carte relativement, c'est ça que vous nous dites? Oui, ça m'a l'air bien, oui. C'est-à-dire au large d'Oman, et encore une fois, en gestion coordonnée avec les flottes américaines qui croisent là. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir un carambolage de bateaux. Voilà. Et le Charles de Gaulle, il peut frapper jusqu'à combien de kilomètres? Le Charles de Gaulle, il peut effectivement monter jusqu'au détroit d'Ormuz de là où il est, jusqu'à 500 km, même plus. Merci beaucoup, mais ça, Général. Ce sont les avions. Oui. Voilà. Merci, Général, pour vos précisions. Elles sont précieuses pour comprendre la situation sur place. Ahmed El-Khaï. Se situe dans les eaux internationales et que le détroit d'Ormuz, ce sont les eaux territoriales iraniennes et omanaises. Donc, ce n'est pas la même configuration. On ne peut pas aller dans le détroit d'Ormuz en tant que tel. Et c'est vrai que si jamais il y a un accord, il faudra coopérer et coordonner avec la partie américaine. Ce qu'on comprend, c'est que ça va être l'occasion aussi pour la France, en tout cas peut-être, de reprendre du poids dans la région avec ce Charles de Gaulle qui est envoyé. Notamment, on voit bien qu'Emmanuel Macron a à cœur de finalement montrer qu'il est présent avec Keir Starmer, avec le Premier ministre britannique, quand les hostilités seront finies, encore une fois. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Alice Ruffo, encore elle, ministre déléguée au ministère des Armées, précisait que pour la France, il fallait évidemment essayer de dissocier ce qui se passait dans le détroit d'Ormuz d'un éventuel accord entre Washington et Téhéran. Écoutez. On n'est pas belligérant. On n'est pas belligérant, mais on subit. Et toute la démarche qui est engagée ces derniers jours, c'est aussi de dissocier la question du détroit d'Ormuz de ce qu'on voit des négociations positives ou pas entre les Iraniens et les Américains. Et donc cette question du détroit d'Ormuz, elle est d'intérêt commun parce qu'on voit les conséquences pour nous et donc on a le devoir, vu la très grande gravité de la situation, de proposer une initiative crédible, qui soit à bonne distance des belligérants, parce qu'on ne participe pas à cette guerre, mais qui puisse permettre de manière crédible la libération du détroit. Djillali Ben Chaban, mais ça n'a pas de sens d'essayer de dissocier les deux quand on sait qu'Ormuz, c'est justement le bras de fer, un levier du bras de fer pour Téhéran dans ces négociations. Je pense que dans le sens de la ministre Alice Ruffo, c'est surtout cette idée d'afficher une pression et de démontrer que nous serons prêts pour porter une partie du fardeau, bien que les États-Unis eux-mêmes, lorsqu'ils avaient évoqué à un moment le besoin de soutien de leurs alliés otaniens et européens, ont été refroidis. Je pense que dans cette démarche, il faut aussi distinguer une chose qui me semble capitale, et vous l'avez souligné, c'est que le détroit d'Ormuz est devenu en soi le nouvel enjeu de la guerre. C'est-à-dire qu'au départ, on y allait parce qu'il y avait ce sujet du nucléaire, la dimension balistique qui avait été dans la feuille de route de Washington, et aujourd'hui c'est devenu un sujet. Et oui, économiquement, le monde est étranglé, mais si on veut réellement le libérer, ça serait une opération mais que personne ne veut mener. Les États-Unis ne le souhaitent pas au regard du risque, et on l'a vu même dans leur volonté d'être plutôt sur un blocus, c'est-à-dire créer des conditions d'étranglement économique, mais pas d'affrontement direct. Et du côté français ils ont essayé, et européen, les États-Unis, c'est juste que ça a duré même pas 48 heures. Oui, mais ce projet liberté de Oui, mais Donald ce projet, Trump, d'après certaines remontées, font écho que l'Arabie Saoudite et le Pakistan ont pressé les États-Unis de faire un pas de côté parce qu'aujourd'hui, il y a une pression qui s'exerce et de manière trop importante sur cette économie mondiale, mais aussi sur les alliés du Golfe,
Golfe et qui ne veulent pas ajouter une tension supplémentaire et aller vers ce chemin d'une négociation. Mais si on voulait réellement engager une opération militaire, on ne le pourrait pas. Et la libération passera aussi par une désescalade et, à défaut d'un accord, par un mémorandum et une base d'entente entre les États-Unis et Téhéran, quoi qu'il arrive. Et on va y revenir dans un instant, si vous le voulez bien. On entendra vos expertises et vos analyses à tous sur cette potentialité d'un accord et sur ce fameux mémorandum. Mais il est 11h30, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité avec Valentine Desjeunes. Et 127 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne hier soir en marge de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Précision donnée ce matin par le ministre de l'Intérieur. 11 personnes ont été blessées, dont une gravement. 23 policiers ont été atteints légèrement. Des violences qui ont commencé avant même la fin du match, d'après un syndicat de police. Une cellule de crise a été mise en place à Fère en Tardenois, dans l'Aisne, au lendemain du meurtre d'une collégienne de 14 ans à l'arme blanche. Le suspect est âgé de 23 ans. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre ce qui s'est passé et quels sont les liens entre la victime et cet homme, possiblement son ancien petit ami. Le MV Ondius en route vers les Canaries, il a quitté le Cap-Vert. Ce navire foyer d'antavirus est attendu samedi dans l'archipel espagnol avant une évacuation des passagers prévue en début de semaine prochaine. En attendant, tous restent confinés. Les pays de l'Union doivent prendre en charge leurs ressortissants, éventuellement aidés par la Commission européenne. Il y a 5 Français à bord. Le Charles de Gaulle est arrivé en mer Rouge. Le porte-avions se dirige vers le détroit d'Ormuz pour une mission défensive de sécurisation de la zone. C'est ce que dit ce matin le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le Charles de Gaulle, il a un rayonnement du fait de ses équipements, des bâtiments qui l'accompagnent, qui lui permettent de contribuer à des missions défensives. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous l'avons déployé si rapidement au début de la guerre en Iran, en Méditerranée, de manière à ce qu'il puisse, grâce à ses capacités, crédibiliser notre posture défensive. Et côté négociation, Donald Trump juge très possible un accord de paix avec l'Iran. Déclaration qui tout de suite a eu pour conséquence une chute du pétrole, une flambée des places boursières, mais pas encore de baisse à la pompe à essence. Voilà pour les petites fleurs, je vous retrouve à midi pour un nouveau journal. Merci beaucoup Valentine, on se retrouve tout à l'heure et on continue sur France Info de parler évidemment donc de ce détroit d'Ormuz avec le porte-avions Charles de Gaulle, le porte-avions français qui est en route direction le détroit d'Ormuz, mais comme nous le disait le général Allard il y a quelques minutes, il ne s'arrêtera pas, il n'ira pas en tout cas jusqu'au détroit, il s'arrêtera a priori juste avant donc en mer d'Oman, au large finalement du Yémen. Ça c'est la direction qu'il est en train de prendre et on se posait la question de savoir, puisque la France veut dissocier ce qui se passe à Ormuz d'un éventuel accord entre Washington et Téhéran, si c'était possible. Vous vouliez réagir, Ahmed El-Kayes? Oui, non, c'est difficile parce que la France, encore une fois, a une position de neutralité, mais c'est une neutralité qui est relative. Parce que quand la France s'exprime par le biais du ministre des Affaires étrangères, elle dit qu'il est hors de question de lever les sanctions, par exemple, contre l'Iran. Quand le président de la République parle au président iranien, absolument, il lui dit, il le critique. Et puis rappelons-nous quand même des tensions avec l'Iran, avec ses ressortissants français qui ont été incarcérés. Donc là, il y a une position ambigu, il y a un coup diplomatique fort, il y a le Charles de Gaulle, mais il n'y a pas que le Charles de Gaulle. Sachez qu'il y a une base aussi aux Émirats Arabes Unis, française, qu'il y a une base très importante militaire française à Djibouti. Donc la France est présente dans la région. Mais quelles sont ses possibilités d'action? Pour l'instant, au-delà de cette coalition de 50 pays qui sont concernés par les retombées économiques catastrophiques du blocage du détroit d'Ormuz, il n'y a pas de possibilité réelle d'action concrète pour le moment. Et effectivement, en tout cas, je vous posais cette question parce que les bases françaises, elles y sont depuis longtemps maintenant, mais cette image qu'on va revoir du Charles de Gaulle hier, qui est toujours impressionnante, ça c'est les images de mars dernier, il était en Méditerranée, mais hier il a passé le canal de Suez et donc il se dirige vers le Golfe et on se posait la question ensemble, Huguette, de savoir dans quelle mesure la France reprenait du galon dans la région et pourrait, à la fin de ce conflit, si fin il y a dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, reprendre des couleurs dans la région.
Ça va être assez compliqué parce qu'effectivement la France, tout comme l'Europe, ont été marginalisées sur cette scène proche-orientale, même si la France conserve quand même des positions. Je rappelle les accords de défense avec les Émirats, avec le Qatar. Donc voilà, ça ne date pas d'hier, les accords avec les Émirats, je crois que ça remonte à 1995. Donc la France est présente, mais voilà, c'est un acteur mineur. Ce déploiement d'ailleurs du porte-avions le consacre aussi, à côté des forces aéronavales américaines qui sont positionnées et qui font ce blocus. C'est vrai que nous sommes effectivement un peu lilliputiens. D'autant plus que pour les Iraniens, le détroit d'Ormuz, c'est le levier principal. Ils ne vont pas décider d'en parler de manière dissociée des autres points, notamment avec on va y les revenir États-Unis. Précisément, effectivement, si c'est possible ou pas que chacun affiche ses lignes de rouge, ses prérequis qui vont dans des sens complètement divergents. Mais sur cette mission particulière du Charles de Gaulle, écoutez le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui s'est exprimé sur ce qui était prévu au micro de notre consoeur Béatrice Gelot. La mission internationale que le président de la République a initiée, elle vise non pas à participer à ce conflit, dont nous ne sommes pas partie prenante et auquel nous n'avons aucune intention de participer, mais elle vise tout simplement, une fois que les conditions le permettront, à faciliter la reprise la plus rapide du trafic maritime qui est aujourd'hui bloqué dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour limiter les conséquences de cette guerre sur nos vies quotidiennes, la vie des Françaises et des Français, la vie de nos entreprises. David Rigoulet-Rose nous a également rejoint à distance sur France Info. Bonjour à vous, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Cette mission, comment vous la lisez justement ? Vous venez d'entendre, c'était il y a quelques minutes, ces derniers mots de Jean-Noël Barrot. Oui, mais c'est surtout un signalement stratégique. En général, quand on déploie le porte-avions, d'abord, l'annonce est faite par le chef de l'exécutif, en réalité, et c'est un signalement stratégique pour justement pour les parties prenantes de la situation qui est considérée, en l'occurrence, celle qui prévaut dans le Golfe avec la fermeture d'Ormuz. C'est aussi une manière de montrer que, de manifester une forme de réassurance à nos alliés, puisque vous évoquez vous-même effectivement les Émirats arabes unis qui ont été visés. D'ailleurs, la France a participé à l'interception de certains tirs qui visaient les Émirats. Il y a les accords avec le Qatar également. Donc, c'est une manière de montrer qu'il y a une voie européenne et c'est autour, effectivement, c'est pas un monopole français. C'est simplement, il se trouve que la France est le seul pays européen à disposer d'un porte-avions nucléaire. Et donc, dans le cadre, effectivement, d'une voie européenne qui était très, très en retrait jusqu'à présent, ouais. C'est une manière de montrer qu'il y a effectivement une initiative européenne articulée sur l'initiative franco-britannique, mais qui renvoie d'ailleurs à ce qui avait été déjà en mer Rouge. Il faut se souvenir qu'il y a la coalition Aspides, qui était une coalition maritime, qui s'était dissociée d'ailleurs de la coalition américaine au moment des tirs des Houthis, pour montrer justement qu'il n'y avait pas d'alignement sur les Américains. Et on retrouve, c'est un peu la déclinaison aujourd'hui de ce qu'il y avait eu pour la mer Rouge en début 2024. Et on l'a dit, la position de la France, c'est aussi celle de vouloir donc dissocier ce qui se passe à Ormuz d'un potentiel accord entre Téhéran et Washington.